Alors cette nouvelle exposition, c'est une manière, d'une certaine manière, d'explorer le processus créatif de Delacroix. C'est quelque chose qui nous intéresse depuis un certain temps au musée Delacroix. Nous avons dédié une partie de notre programme de recherche à l'atelier à la fois comme lieu de création, mais aussi à l'atelier transformé en musée. Et puis c'est aussi quelque chose qui intéresse nos visiteurs de savoir finalement comment est-il arrivé à cette œuvre-là. Donc on a, fort de ces expériences, on a choisi un certain nombre d'œuvres, choisi d'ailleurs de manière subjective un certain nombre d'œuvres sur lesquelles il nous semblait intéressant d'essayer de dérouler le processus créatif de Delacroix. Donc c'est pour ça que cette exposition s'appelle « Dans l'atelier, la création à l'œuvre ». Ce qui est très intéressant quand le musée Delacroix a été créé, c'est que, et c'est à ma connaissance le seul musée atelier créé ainsi, c'est qu'il n'est pas fondé par la famille de Delacroix ou par l'artiste lui-même, ce qui a pu arriver ailleurs, mais il est fondé par des artistes qui sont nés après la mort de Delacroix et qui ont sauvé ce lieu et l'ont transformé en musée alors qu'ils n'étaient pas du tout liés à l'artiste. Ils étaient tous nés après sa mort et ils le font plus de 70 ans après la mort de Delacroix, dans les années 1920, alors qu'ils sont déjà des grands artistes. Et ces artistes, ce sont Maurice Denis, Paul Signac, Édouard Vuillard, notamment Pierre-Xavier Roussel, donc des artistes importants. Et dans leur idée, et c'est ça que je trouve assez magnifique, dans leur idée, c'est déjà de vouloir fonder un musée en valorisant les œuvres. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire qu'ils allaient fonder un mémorial, quelque chose d'un peu figé, un lieu qui aurait été conservé en mémoire de Delacroix. Or, ils disent que ce qu'ils veulent faire ici, c'est la lecture idéale du journal, donc des écrits de Delacroix, pour rendre justement ce côté actif et ce côté opératoire, si je peux dire ainsi, de la création de l'œuvre d'art. Ce lieu, plus j'y réfléchis et plus on avance dans les recherches, plus je me rends compte qu'il a été très précisément choisi. Il est coutume de dire qu'il l'a choisi par pure commodité à côté de Saint-Sulpice. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux parce qu'il l'a effectivement choisi, parce qu'il voulait être au plus près possible de la rive gauche pour finir donc les peintures de Saint-Sulpice dont il avait reçu la commande en 1849. Ça c'est vrai. Mais ne dire que cela serait un peu réducteur. En fait, ce lieu, en choisissant ce lieu, place de Furstenberg, sur la rive gauche, il revient dans son quartier, le quartier de sa jeunesse, le quartier où il y a eu tous ses ateliers de sa jeunesse, que ce soit rue Jacob, tout à côté d'ici, avec Thalès Fielding, que ce soit quai Voltaire, que ce soit aussi dans l'actuelle rue Visconti. Il revient dans sa jeunesse. Il revient aussi dans sa vraie jeunesse, puisqu'il vivait rue de l'Université avec sa mère. Donc il est vraiment dans son quartier. Donc je pense qu'il y a là, chez l'homme qui a environ 55-56 ans, cette idée aussi de revenir dans le quartier à un moment donné de sa jeunesse, dans le moment où il se pose des questions aussi sur lui-même. Donc je pense qu'il y a cet élément-là. Il y a aussi, si on peut le dire comme ça, la géographie des lieux. Et la géographie des lieux qui est très particulière et qui n'a pas changé depuis Delacroix, c'est-à-dire que pour accéder rue de Furstenberg, il faut quitter la rue de l'Abbaye, il faut prendre la toute petite rue de Furstenberg qui arrive sur cette place qui n'est pas une place en fait, qui est une sorte de transformation de la rue, si on peut dire comme ça, mais enfin qui forme place. Ensuite, de la place, traverser une porte cochère, rentrer dans une cour, monter un escalier et enfin on arrive dans l'appartement, puis dans le jardin et dans l'atelier. Donc il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un lieu qui à la fois se conquiert, est un lieu où il peut être protégé. C'est-à-dire que c'est un lieu qui constitue comme une sorte de refuge, comme une sorte d'ermitage au cœur de Paris. Parce qu'on peut difficilement être plus au cœur de Paris. On est près de Saint-Germain-des-Prés, qui est une des premières églises de Paris, donc on est au cœur de Paris. Et ça, je pense qu'il ne l'a pas choisi fortuitement. Et ce qui me fait dire ça aussi,
c'est le temps d'aménagement qui les consacre, puisqu'il loue le lieu dès le début du printemps 1857 et il s'y installe donc à la toute fin décembre. Donc il entreprend presque 10 mois de travaux, ce qui est toujours assez quand même symbolique pour Delacroix comme pour nous tous, si je peux dire ainsi. Et il dépense aussi beaucoup d'argent, puisqu'il dépense entre 8 et 10 000 francs or, ce qui est beaucoup d'argent d'aménagement. Il fait notamment construire cet atelier dans lequel nous sommes, et atelier qui est un pavillon en dur, avec un sous-sol, avec des fondations, avec une façade ornée, alors qu'il aurait pu faire construire une cabane à lapin, si je peux parler ainsi en fait, ou du moins une cabane en planche qui aurait abrité son atelier. C'est pas du tout ce qu'il fait. Donc je crois vraiment qu'il y a un geste assez fort de Delacroix, un geste qui est à la fois un geste humain et intime dans ce renvoi à l'enfance et à la jeunesse, un geste aussi déclaratif par rapport à sa propre création, un lieu vaste dédié à sa propre création, et puis aussi certainement quelque chose comme un refuge, et c'est vrai que c'est une raison pour laquelle ça me fait penser beaucoup aux deux figures d'Orphée et d'Ovide qu'il a l'une et l'autre représentée, celle du grand poète, celle du grand artiste, mais aussi celle de l'artiste qui a eu ou une fin douloureuse comme Orphée ou qui finit en exil comme Ovide. Et je pense qu'il y a ce sentiment-là diffus chez Delacroix, après 1855, après les honneurs donnés à l'exposition universelle de 1855, qui sont évidemment extraordinaires, de finalement peut-être être en retrait par rapport à une nouvelle génération d'artistes qui arrive, et peut-être d'être déjà en exil de lui-même, honoré mais en exil de lui-même. Et je pense que ce lieu-là revêt une importance très grande pour lui. Ce qui est difficile, c'est qu'il ne nous a pas laissé ni de description exacte, ni de photographie, et comme il n'acceptait pas les visiteurs, à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de descriptions non plus, parce que vraiment, ce qu'on sait, c'est que sa gouvernante, Jenny Le Guillou, faisait une garde assez farouche du lieu, et que bien peu sont ceux qui ont été vraiment acceptés. Donc on n'a pas réellement de description. Ce qu'on sait en revanche, les choses factuelles que l'on connaît en revanche, à la fois grâce aux factures de l'installation du lieu, puisque les travaux qu'il a faits, grâce aussi à son inventaire après décès et grâce à son testament, ce qu'on sait, c'est que la disposition des lieux était celle qu'on connaît aujourd'hui, avec d'ailleurs ces grandes baies tout à fait stupéfiantes pour un atelier ouvert plein sud qui, je dois le dire, maintenant qu'il est transformé en musée, complexifie un peu la vie d'un point de vue de la conservation préventive. Mais ça, il ne pouvait pas l'imaginer. Donc la disposition des lieux n'a pas changé. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, avec cette proximité de l'escalier qui lui permet d'aller directement de l'appartement à l'atelier, donc de pouvoir y passer comme il en a envie. Ça, c'est quand même aussi très, très intéressant. Donc ça, c'est un des points qu'on connaît. Ce qu'on sait aussi, comme Delacroix ne montrait pas ses dessins ou ses esquisses, ne les vendait pas, à la différence d'autres artistes. Pensez à Ingres, par exemple, qui montre ses dessins, qui les vend, qui les expose. Ce n'est pas le cas de Delacroix. Donc ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y avait ici, alors où, comment, ça nous ne savons pas, mais tous ces dessins, toutes ces études, toutes ces maquettes, toutes ces esquisses qui étaient là, puisque ça, on sait qu'elles étaient là. Donc comment organiser? Moi, je me plais à croire, mais c'est fantasmatique, mais c'est toujours assez amusant, que du coup, il pouvait, en fonction du travail qu'il avait sur une œuvre, presque se constituer une sorte de petit théâtre, en fait, avec ses propres œuvres. Ça, c'est ce qui m'amuse de croire, mais je n'en sais pas plus que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les conservait avec lui, et que donc, des études, des esquisses qui avaient servi pour une œuvre donnée, pouvaient aussi servir pour une autre œuvre. Voilà, ça c'est un des éléments où on se dit, il devait à un moment donné les ressortir, pourquoi, comment, et s'y référer. Et ça me semble très intéressant. Alors une des œuvres que j'avais envie peut-être de vous présenter plus particulièrement, c'est ce magnifique Ovide chez les Scythes, qui est un prêt splendide de nos collègues de la National Gallery de Londres, que je remercie beaucoup. C'est une des grandes œuvres de Delacroix, c'est une œuvre de Delacroix que j'ai toujours beaucoup aimée, je dois dire la vérité, et qui a été peint en 1859, et alors que Delacroix occupait cet atelier. Ça, c'était aussi un des éléments que je voulais dans l'exposition, c'est qu'on puisse avoir des œuvres qui avaient été créées ici. L'histoire et l'histoire, c'est une histoire douloureuse, on la connaît bien, elle est assez connue, c'est le grand poète Ovide, c'est lui l'auteur des Métamorphoses, qui a déplu.
a déplu au souverain, et le souverain c'était l'empereur Auguste, et Auguste l'a exilé. Et il l'exile très très loin, puisqu'il l'exile aux confins du monde connu actuel, puisque par-delà le pont Euxin, donc par-delà sur les rives de la mer Noire en fait, donc chez les Scythes. Aujourd'hui, ça nous semble assez près, évidemment, mais du temps d'Ovide, c'est comme si on était je ne sais pas où, vraiment très 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 loin, il est vraiment exilé. Et c'est tragique pour Ovide, puisqu'il ne reviendra pas. Et il a ce sentiment profond d'injustice, et d'autant plus de grande injustice que c'est un très grand artiste et que la postérité a montré quel artiste il était. Delacroix était un grand lecteur d'Ovide, hein. C'est vraiment quelqu'un qui connaissait bien les textes anciens, il était un grand lecteur d'Ovide, il lisait le latin, donc il l'avait lu aussi dans le texte, hein, et pas seulement. Et cette figure du poète et cette figure du poète en partie certainement injustement condamné, on ne sait pas exactement les raisons de la condamnation, mais en partie injustement condamné, exilé, est quelque chose qui l'a beaucoup ému. Et il peint un paysage qui est à la fois magnifique, hein, avec ces paysages de Grèce, ou du moins de ces confins loin qui évoquent un peu la Grèce, où Delacroix n'est jamais allé, donc avec à la fois la montagne et puis l'eau, un très très beau paysage, un très très beau ciel, hein, donc vraiment l'ensemble est vraiment très beau, mais en même temps avec quelque chose d'une assez profonde tristesse, puisque Ovide est là, allongé, on vient le voir. Les Scythes sont plutôt d'ailleurs assez bienveillants, assez gentils, mais on voit bien qu'ils ne sont pas à même de comprendre son œuvre, en fait, d'une certaine manière. Même s'il continue à écrire, il va continuer à écrire en exil et sans auditoire. Et d'ailleurs, Ovide l'écrit. Finalement, à quoi me sert-il d'écrire, puisque plus personne ne va plus jamais me lire. Donc il y a quelque chose de très très cruel dans ce destin-là. Et ce qui m'a beaucoup frappé en voyant ce tableau, notamment à Londres et puis aussi l'année dernière quand il était présenté à très belle exposition du Louvre, c'est combien cet Ovide, et cet Ovide entouré de gens certes bienveillants mais relativement frustres, me rappelait l'Orphée, apportant aux Grecs encore sauvages la paix et les arts, donc décor qui a été peint par Delacroix pour l'Assemblée nationale, donc au milieu des années 1840, et dont le musée conserve la maquette, hein, une des très belles maquettes faites par Delacroix, et décore l'Orphée, dont Delacroix lui-même dit que c'est son décor préféré. Et la figure d'Orphée étant une figure extrêmement importante pour lui, aussi parce que c'est celui de l'artiste, et de l'artiste qui se dédie complètement à son œuvre. Et quand on regarde les deux, on voit bien combien le décor et les couleurs, et même la composition, et même l'appréhension du sujet des deux œuvres sont proches. On voit que l'Orphée se situe déjà dans le même type de paysage, avec le même type de coloris, avec un artiste, d'ailleurs que ce soit Ovide et Orphée, qui sont à peu près de la même apparence, avec une forme d'androgynie d'ailleurs non négligeable, et qui sont entourés de gens qui sont plutôt bienveillants, mais qui sont plutôt assez frustres et qui ne vont pas être tout à fait à même de comprendre complètement leur art. Ça m'a beaucoup frappée. Ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Delacroix qui a sous les yeux ses maquettes, ses études, et qu'il s'en sert ensuite pour ses œuvres, d'autres œuvres, hein. Donc il y a une sorte de parallèle ici entre Orphée et Ovide. Et évidemment, pour moi, en tout cas c'est ce qu'il me semble, c'est qu'il y a un parallèle entre Orphée et Ovide, entre la figure du musicien et celle du poète, hein, celle du très grand artiste que Delacroix admirait, un artiste mythique, un artiste réel, mais aussi une sorte de mélancolie par rapport à la fin douloureuse de ces deux personnages, puisque Orphée meurt tué par les Ménades et que Ovide meurt en exil. Et en ramenant Ovide chez les Scythes ici, là où il a été créé, je pense que ça fait résonner de façon à la fois mélancolique mais aussi en même temps très profonde ce sentiment peut-être en partie d'exil de lui-même que Delacroix avait, en n'étant plus le jeune homme des années 1820, en sachant qu'une nouvelle génération après, en ne sachant pas si comme Ovide il resterait célèbre, ça il ne pouvait pas le savoir, bien sûr il l'était, mais il ne le savait pas, et en se sentant d'une certaine manière en exil de ce qu'il était lui-même ou de ce qu'il aurait pu être lui-même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez profond de montrer ici. Le tableau a été montré au salon de 1859, il n'a pas été très bien reçu, parce qu'on a eu l'impression que
Delacroix était dans un paysage qu'on ne comprenait pas bien, dans lequel on ne le retrouvait pas, donc il n'a pas vraiment été bien reçu. Maxime Ducamp notamment a été très sévère en le critiquant. Alors que l'œuvre est d'une poésie extraordinaire, d'une composition tout à fait étonnante, qui d'ailleurs a quand même été regardée par certains, parce que quand on le regarde, on voit bien ce qu'un Puvis de Chavannes, par exemple, a pu retenir du rythme de Delacroix. Donc ça n'a pas été évidemment perdu pour tout le monde. Mais voilà ce que nous voulions montrer, à la fois cette idée de faire revenir à l'atelier des œuvres qui y avaient été conçues, et en même temps ce lien entre des œuvres distinctes d'environ entre 10 à 15 ans, mais qui ont, dans l'esprit de Delacroix, en tous les cas, partillé. L'autre œuvre dont je voulais vous parler, c'est cette très belle première esquisse pour Médée furieuse, un prêt absolument splendide du musée des Beaux-Arts de Lille, qui conserve aussi la première Médée, celle du salon de 1838. Médée, c'est là aussi, comme Orphée, une histoire qui vient de la mythologie et de l'histoire antique. Médée, c'est une magicienne, c'est une femme amoureuse, elle a été l'épouse de Jason, celui qui a pu conquérir la toison d'or, et c'est grâce d'ailleurs à Médée, à l'aide de Médée, que Jason et ses compagnons, les Argonautes, sont donc revenus avec la toison. Sauf qu'une fois revenu, Jason se montre assez peu reconnaissant, si on peut dire ainsi, et qu'il quitte Médée pour une autre femme. Et Médée, du coup, fait quelque chose qui est l'irréparable, c'est-à-dire l'infanticide irréparable. Elle tue ses enfants. Et elle tue ses enfants, mais elle tue ses enfants aussi d'une certaine manière, à la fois pour se venger de Jason et pour aussi se punir elle-même. La figure de Médée est assez complexe. C'est une figure à la fois d'infanticide, de meurtrière, mais c'est aussi une figure d'une femme qui revendique aussi sa position de femme et finalement est bafouée dans cette position de femme qui la pousse à cet acte évidemment terrifiant. Delacroix s'intéresse beaucoup à la figure de Médée très tôt. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que les premières mentions de la figure de Médée dans ses écrits datent de 1818-1819, donc très tôt. Alors que ce n'est pas la figure qu'on connaît aujourd'hui, parce que nous aujourd'hui on est, si je peux dire ainsi, après Pasolini, donc Médée est assez présent dans notre imaginaire contemporain, mais ce n'était pas le cas de Delacroix. Bien sûr c'est né des textes antiques, mais c'est, et ça aussi très intéressant, c'est né de son intérêt pour la Grèce moderne, pour la Grèce de son temps, parce que une des toutes premières études pour Médée, ou du moins qu'on peut renvoyer à Médée, c'est une étude qu'il fait pour les massacres de Chio. Alors on ne l'a pas présenté aujourd'hui parce qu'on l'avait présenté il n'y a pas longtemps dans une exposition ici même, donc pour des enjeux de conservation, mais ça veut dire aussi, et je trouve ça très intéressant, et très moderne au premier sens du terme, au sens baudelairien du terme, que Delacroix associe la Grèce antique avec la Grèce moderne, c'est-à-dire que finalement les massacres de Chio lui suggèrent aussi Médée. La manière dont il la représente est absolument stupéfiante parce que il parvient avec une économie de moyens assez grande, puisque c'est la femme, les deux enfants, une anfractuosité rocheuse, c'est tout, à laisser entendre tout un déroulé d'actions que l'on ne voit évidemment pas, mais que l'on peut deviner. Déroulé d'actions qui sont montrées par le fait qu'elle se cache, parce que s'il y a simplement le rocher, on sait néanmoins qu'elle se cache pour le faire, et aussi par cette remarquable manière qu'il a de décrire le mouvement, qui est à la fois un mouvement meurtrier et un mouvement protecteur. C'est très complexe en fait. Il y a quelque chose, elle les serre contre eux, elle les tue. Alors qu'on aurait très bien pu imaginer qu'il les représente les enfants sur une pierre et Médée les tuant avec sa dague. Enfin bon, là je suis en train d'imaginer quelque chose peut-être d'aberrant, mais enfin on aurait pu imaginer ça. C'est pas du tout ce qui se passe. Elle les serre, elle les tue. Donc à la fois, elle les tue, elle les protège. Et je pense qu'il a là saisi quelque chose d'extrêmement complexe, à la fois dans l'histoire de Médée, qui est à la fois sorcière, mais en même temps femme intelligente, femme experte et femme avisée, et qui est aussi une femme meurtrie. C'est-à-dire toute cette complexité, il l'a parfaitement saisie. C'est un sujet qui l'a beaucoup intéressé, puisqu'il l'a peint au moins 3 fois, celle de Lille,
celle du Louvre, qui est aujourd'hui présente dans l'atelier de Delacroix, donc là aussi, qui était peinte ici aussi, donc ça, je m'en réjouis beaucoup, et puis une qui était à Berlin et qui a été perdue pendant la guerre. Et peut-être pour souligner cette complexité qu'il donnait à la figure de Médée, peut-être deux éléments assez complexes, c'est que sur une des feuilles qui est exposée au musée de Delacroix, il confond Médée et Rebecca, donc à la fois la femme meurtrière et la femme enlevée, donc c'est ce rapport entre la douleur de part et d'autre et cette complexité de la figure féminine. C'est une œuvre, de ce point de vue-là, extrêmement aussi étonnante, à la place donnée à la femme, et d'ailleurs une femme qui est une femme puissante, on le voit bien. Et l'autre point, qu'on compare aussi dans l'exposition, le fait qu'il avait dit, un peu en riant, à George Sand, qu'elle était sa Médée, parce aux alentours de 1838, Sand se battait toujours pour la garde de ses enfants par rapport à son mari, de Maurice et Solange, et que cette lutte avait fait dire à Delacroix qu'elle était comme Médée, qu'elle voulait finalement aussi préserver ses enfants. Donc il avait bien compris toute cette subtilité-là de la figure de Médée de façon tout à fait exceptionnelle. Alors cette œuvre, pour finir, c'est aussi une œuvre très importante parce que après Delacroix, elle a inspiré d'autres artistes, Chassériau, dont nous avons au sein de la collection du musée de Delacroix une copie, et Cézanne, qui avait aussi réalisé une interprétation de la Médée de Delacroix. Donc c'est une œuvre, je crois, stupéfiante au sens strict du terme. C'est un Delacroix de la violence aussi, et que je trouve aussi important de souligner. Delacroix n'est pas un artiste mièvre, c'est un artiste de la couleur, mais pas toujours d'une couleur apaisée, on le voit bien ici. Alors les autres œuvres, les deux autres œuvres dont je voulais aussi vous parler, ce sont deux œuvres, l'une de Goya, l'autre de Delacroix, que je voulais lier parce qu'évidemment elles le sont, mais aussi parce qu'elles représentent un thème qui est une des thématiques de l'exposition autour de l'enlèvement. Ici, donc c'est évidemment un enlèvement, la nuit, assez tragique, qui est une œuvre de Goya pour les caprices que Delacroix connaissait bien et dont il possédait un exemplaire et qu'il a inspiré d'ailleurs à plusieurs reprises. Et puis ici, c'est l'interprétation qu'en fait Delacroix au La Vie, de façon relativement assez libre d'ailleurs d'une certaine manière, parce que ce que je trouve très intéressant dans la manière dont Delacroix interprète Goya, se nourrit de Goya, et c'est justement ça aussi la création à l'œuvre, c'est de voir comment il s'est nourri d'influences antérieures, c'est qu'il garde le mouvement de façon tout à fait évidente, je vais y revenir, mais il change le sens de lecture de l'œuvre, ce qui est assez étonnant puisqu'on passe d'un format portrait à un format paysage, et il y ajoute la couleur évidemment, puisque ici il y a de la couleur même si on est dans une harmonie de brun, donc en restant relativement sombre et en gardant ces effets d'opposition qui existent chez Goya et qui l'intéressaient beaucoup, les oppositions blanc-noir et les effets de lumière chez Goya l'intéressaient beaucoup. Il y a donc ces similitudes et en même temps ces différences, et ces différences, et notamment ce choix du format paysage et cette manière donc d'une certaine manière d'un autre regard qui est posé sur la scène, fait jaillir une équivoque beaucoup plus grande que ce qu'il y a dans la scène de Goya. Dans la scène de Goya, il y a quelque chose effectivement peut-être encore de plus sombre, de plus criminel, si on peut dire ainsi, alors que là, il y a quelque chose qui est à la fois très fort, mais dont on ne sait pas tout à fait si c'est un corps à corps, une lutte qui pourra finalement se finir assez bien, si on imagine que l'amour se finit assez bien, mais enfin on peut imaginer ça, on peut dire ça, voilà, ou effectivement un enlèvement qui finira par un crime. Il y a ce jeu de l'équivoque qui est là, et ça je trouve ça vraiment très très intéressant. Et ce qui me fait dire qu'il y a sans doute cet équivoque, c'est que cette œuvre de Delacroix peut être approchée d'un très beau dessin de Géricault qui est dans l'exposition, bien sûr volontairement en évocation, qui est Léda et le cygne, où là on est dans une histoire d'amour, Léda et le cygne qui est une des manifestations de Zeus pour séduire Léda.
Donc là, on est dans une histoire d'amour. Sauf que Géricault l'a représenté comme un corps à corps, comme quelque chose d'ailleurs avec une Léda très puissante, très proche des nus de Michel-Ange, et comme un corps à corps. Et je pense que, pour moi, et c'est une interprétation subjective, mais en voyant les œuvres les unes à côté des autres, je trouve qu'elle se tient. Cette œuvre de Lacroix, elle est bien sûr liée à Goya, mais elle est aussi liée à Géricault. Et elle renvoie aussi aux deux éléments, en jouant sur cette tension et sur cette rudesse de l'enlèvement. Et c'est une des thématiques qu'on a dans l'exposition. L'enlèvement, c'est à la fois quelque chose qui peut aboutir à des éléments criminels, mais c'est aussi quelque chose qui a partie liée avec les affects, et qui a bien sûr, d'un point de vue plastique, et ça Delacroix le représente de façon très habile, d'un point de vue plastique, un rapport au mouvement, à la torsion, et donc à la métamorphose des corps. Parce que ce qui est intéressant dans la représentation du mouvement, c'est que les corps se métamorphosent, quoi qu'il arrive. Ils ne sont pas semblables que ce qu'ils seraient s'ils étaient au repos. C'est une feuille qui date environ des années où il était ici, on ne connaît pas la date exacte, quelque chose entre 1855 et 1860, on ne connaît pas la date exacte. Et ce sont des têtes dont en partie, certaines sont liées à des photographies qui avaient été faites de lui-même. Il se représente au moins 4 fois. Certains, dont moi, disent que d'ailleurs la 5e tête ici, c'est aussi lui jeune, voilà, mais bon, puisqu'il l'a fait aussi de se représenter plus jeune, notamment dans Hamlet, donc bon, ça, vous avez le droit de ne pas me suivre sur cette interprétation-là, mais enfin, en tous les cas, de façon absolument évidente, il se représente au moins 4 fois, sans doute 5. Et si certaines de ces représentations sont assez proches de son apparence physique, qu'on connaissait par la photographie, d'autres sont quand même des variations assez cruelles, à la limite de la caricature, ou en se souvenant aussi de l'art de Goya, qu'il connaissait donc par rapport à cela. On voit notamment que celle-ci, on peut se dire qu'elle est d'après une photographie, celle-là aussi, mais celle-là avec le nez complètement abîmé, et celle-là plus encore avec les traits très tirés, les yeux complètement enfermés en eux-mêmes, les cernes, les cheveux en bataille, elle est plus proche de la caricature que de l'autoportrait, si on peut le dire ainsi. Ce qui est aussi très étonnant, c'est qu'à l'exclusion du corps, mais ça Delacroix était familier d'associer différents sujets sur une même feuille, comme il les gardait par devers lui, toutes les têtes sont des têtes sans corps, sont des têtes vraiment coupées au niveau du cou, il n'y a aucune autre évocation. Elles sont là et répétées. Et en préparant cette exposition, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'un des éléments que je voulais montrer autour de la Madeleine au désert, qui est une des grandes œuvres du musée Delacroix et qui est elle aussi une tête coupée, c'est cet enjeu du fragment chez Delacroix. Et fragment qui lui vient, ce goût du fragment, cet intérêt pour le fragment qui lui vient notamment de Géricault, ça de façon tout à fait certaine. Et chemin faisant, parce que une exposition, la conception d'une exposition, ça se fait aussi chemin faisant, ça c'est quelque chose que je suis contente de partager avec vous tous, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, on n'a pas un catalogue dans lequel on puise, mais c'est vraiment un processus, et là aussi, si je peux oser, presque un processus un peu créatif quand même malgré tout, pas de la création artistique mais quand même de la création d'idées, et chemin faisant, en réfléchissant sur la Madeleine, en réfléchissant justement aux fragments chez Géricault, dont Delacroix disait que c'était vraiment pour lui l'incarnation du sublime, il était très attaché bien des années après à ces fragments de Géricault, je pensais donc à la conception de Géricault. Or Géricault peint, et nous avons la chance d'avoir une très belle copie par Jean-Baptiste Carpeaux de cette peinture de Géricault que Delacroix connaissait, peint une tête de condamné à mort. Et il l'a peint de façon assez dure, avec vraiment une transformation des traits, et notamment ses yeux, comme Delacroix ici, complètement rentrés en lui-même. Et je me suis dit, mais quand même là, ça va un tout petit peu plus loin que des essais caricaturaux. Il y a quand même une réflexion qui est une réflexion à la fois esthétique du fragment, mais aussi symbolique du memento mori et de la réflexion sur soi-même. Et ça a fait revenir en moi une description que Delacroix a faite dans les années 1820 dans son journal de l'atelier de Géricault, où Géricault conservait des fragments humains. Ça, je pense que c'était
à peu près aussi interdit dans les années 1820 qu'aujourd'hui, enfin bon, et où Delacroix a cette phrase assez étrange, il dit c'était quand même assez bizarre. Et je trouve que conserver des fragments humains, c'est au-delà du bizarre, me semble-t-il. Mais du coup, ça a fait écho à ce que Baudelaire disait lui-même de Delacroix, et notamment pour la Madeleine, que c'était une œuvre bizarre. Et je pense que cette feuille, que Baudelaire ne connaissait pas, est aussi assez bizarre. Et je trouve ça très intéressant de la présenter aujourd'hui. Alors là, peut-être une œuvre aussi dont je voulais vous parler, c'est cette œuvre-ci, cette lionne prête à s'élancer, qui est le dernier tableau peint par Delacroix. Donc c'est assez émouvant puisqu'il l'a peint ici en juin 1863, il meurt en août 1863, donc à peine quelques mois après, et il l'offre à sa gouvernante Eugénie Le Guillou. C'est une lionne, assez belle lionne, prête à s'élancer, prête à bondir. C'est une lionne qu'il peint en souvenir de ses peintures plus anciennes de fauves. Il a beaucoup et souvent peint les fauves en compagnie de son ami le sculpteur Barye, d'ailleurs dont certaines œuvres sont présentées dans l'exposition. Il a beaucoup peint les fauves en allant les copier, notamment avec Barye au jardin de la Ménagerie du Roi, donc l'actuel jardin des plantes. C'est un sujet qui intéresse les fauves pour deux raisons. Une raison de tradition picturale, le lien à Rubens notamment, puisque Rubens a peint des chasses aux lions, des chasses aux tigres, mais aussi par rapport à ce principe de vie, et le fait d'ailleurs que cette lionne soit prête à s'élancer, soit prête à bondir n'est pas étonnant, par rapport à cette idée aussi de force, de puissance, voire de sauvagerie par rapport que peuvent avoir ces fauves. C'est la raison pour laquelle il les représente souvent, les fauves dévorant des animaux domestiques ou des êtres humains. Il y a aussi une certaine férocité dans ces représentations-là chez Delacroix. Celle-ci, cette lionne, c'est une lionne dont tout le corps est ramassé, mais auquel il a donné une apparence pour la gueule à la fois féroce, mais aussi avec ses très grands yeux, avec un rien quand même d'évocation humaine. Il y a quelque chose ici d'anthropomorphisme assez évident. Il la place dans un paysage marocain, là aussi paysage marocain dont il pouvait avoir gardé le souvenir plus de 30 ans après grâce à ses dessins, mais avec un ciel qui est plus proche de celui de l'Île-de-France. Donc là, il y a évidemment une sorte de quelque chose qui est partie liée à la mémoire de Delacroix et pas du tout à la réalité. Par ailleurs, du temps de Delacroix, il y avait des lions dans l'Atlas, mais il n'est pas allé dans l'Atlas, donc il n'a pas vu le lion au Maroc, donc c'est une lionne qui est en fait une lionne de Paris, dans un paysage marocain de Paris, avec un ciel de Paris imaginé par Delacroix. Et dans l'exposition, on peut la rapprocher d'une autre œuvre qu'un magnifique prêt qui nous a été prêté par la Kunsthalle de Hambourg, qui est un tigre, qui est un tout petit peu antérieur, quelques mois antérieur, mais ils sont vraiment jumeaux. D'ailleurs, quand on les regarde l'un à l'autre, on voit bien que les tigres de Delacroix sont un peu des lionnes avec des rayures, parce qu'il y a un peu quand même un rapprochement, parce que là vraiment les deux animaux sont assez proches, d'ailleurs avec exactement la même gueule, donc quand même relativement proches. Et le tigre aussi, il l'a placé dans un paysage marocain, alors ça avec des aloès et des rochers. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, enfin je ne suis pas zoologue, mais je ne crois pas qu'il y ait eu des tigres au Maroc. Et là c'est amusant parce que là il réinvente complètement, mais il réinvente toujours par rapport aux mêmes matériaux, et c'est ça qui m'intéresse ici, parce qu'on est dans cette idée de création à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il réinvente en se remémorant moins éventuellement une histoire réaliste des fauves, qui ne l'intéresse pas beaucoup d'écrire, que peut-être une histoire intime de sa propre création, avec à la fois son rapport aux visites avec Barye à la Ménagerie du Roi, à la fin des années 1820, au début des années 1830, son séjour au Maroc, et puis aussi ses œuvres ici rassemblées qu'il avait, c'est-à-dire ses dessins de fauves avec Barye, certaines sculptures de Barye que Barye lui avait prêtées ou avait pu lui donner, les dessins du Maroc. Donc ce que je trouve très beau et très émouvant dans ces deux œuvres, parce que c'est des œuvres qui sont aussi en partie mélancoliques malgré tout, dans les tons et dans les éléments, c'est qu'elles apparaissent comme ça très belles, très immédiatement belles dans cette représentation des fauves, parce que c'est aussi très séduisant un fauve, mais qu'elles renvoient aussi très profondément au processus mémoriel intime de Delacroix. Donc c'est la raison pour laquelle nous les avons choisis.
La place de l'atelier pour les artistes contemporains est un point très intéressant. Dans les journées de recherche que nous avons entreprises au musée de la Croix sur l'atelier, on a eu 3 journées de recherche ici et une au musée du Louvre. D'ailleurs, les comptes rendus, pour ceux que ça intéresse, sont sur le site du musée, donc vous pouvez tout à fait les consulter. Et c'était volontairement des journées de recherche dans lesquelles on avait voulu être à la fois pluridisciplinaire et aussi transchronologique, c'est-à-dire pas se limiter simplement à l'époque de Delacroix ou pas seulement à l'histoire de l'art. Parce qu'on voulait vraiment dans ces journées d'études à la fois penser la question de l'atelier dans la conception artistique, mais aussi penser la question de l'atelier devenu musée et s'adressant à des visiteurs. Donc on avait eu notamment plusieurs interventions sur la place de l'atelier dans les artistes contemporains. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 1960, à peu près 1960-1970, les artistes contemporains ont quitté l'atelier. L'atelier n'était plus un lieu qui leur semblait faire sens et ils investissaient d'autres lieux qui pouvaient être aussi bien l'espace urbain ou d'autres éléments. Et cette idée d'atelier, avec cette idée aussi du grand artiste romantique quand même, qui est liée à ça, c'est-à-dire du lieu presque sacré de l'artiste romantique, il le déniait d'une certaine manière. Aujourd'hui, dans la jeune génération des artistes, et ça avait été observé dans nos journées d'études à la fois par François-René Martin ou par Philippe Dagen, qui étaient intervenus tous les deux, il y a un retour à l'atelier. Et d'ailleurs, François-René Martin et Philippe Dagen ont publié sur ce sujet-là et ont justement parlé de ce retour à l'atelier, qui est intéressant, parce que ça veut dire aussi que à un moment donné où il y a eu une pensée, notamment dans les années 60, où on se disait que la pensée créative était native, comme ça, elle naissait presque comme un bouillonnement, un geyser venu on ne sait où, enfin d'une certaine manière, avec une sorte d'artiste démiurge qui créait presque comme ça, comme il respirait en fait d'une certaine manière. Une nouvelle génération d'artistes, depuis déjà la fin des années 90 et aujourd'hui, revient peut-être pas sur des processus traditionnels, parce qu'ils ne reviennent pas forcément tous sur des procédés, des processus traditionnels, mais en tous les cas, revient à cette idée de la réflexion de l'atelier. Parce que ce qui est intéressant dans l'atelier, c'est que l'atelier associe un espace géographique à un espace temporel. L'atelier, du point de vue de la création, est à la fois lieu et espace temporel. Et ce qu'ils réinvestissent certainement, c'est cette idée de succession des études, des esquisses, pour faire œuvre. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans cette création d'aujourd'hui. Alors, en rendant hommage à Delacroix, mais aussi en rendant hommage à la fondation du musée, qui a été fondée par des artistes, qui, d'une certaine manière, n'ont pas plus connu Delacroix que vous et moi. Il était déjà mort quand ils sont nés, donc ils avaient le même Delacroix que celui que nous avons à leur disposition. Il nous a semblé important, parlant de l'atelier, de redonner aussi la parole aux artistes d'aujourd'hui. On a choisi avec Léa Bismuth, qui est co-commissaire de l'exposition, 3 jeunes artistes qui ont moins de 40 ans, qui sont 3 artistes qui travaillent en atelier, pour qui l'atelier est important, qui sont plutôt sur des procédés traditionnels, à la fois le dessin, la sculpture et la photographie, mais dans une photographie d'un procédé traditionnel, donc aussi contemporaine de Delacroix, et qui ont créé des œuvres spécifiquement pour l'exposition. Donc c'est Anne-Lise Breuillère, Laurent Pernaut et Jérôme Zonder. Et ils ont vraiment conçu des œuvres et je trouve ça très intéressant, et d'ailleurs les visiteurs de l'exposition trouvent ça très intéressant aussi, parce que ça permet aussi de voir que, 2 choses d'une certaine manière, de voir que le musée est source de création. Or le musée est source de création, le musée n'est pas un lieu figé, c'est un lieu tourné vers l'extérieur et vers la création, et ça c'est un point important. Et l'autre point, dans l'idée de processus de montrer un musée-atelier, de montrer que la création contemporaine est toujours à l'œuvre, et ça permet aussi de rendre plus familier la création ancienne.